Bon les amis, on est presque à J-26 du plus gros projet de la chaîne. Il fait beau, je commence à doucement réaliser que je vais bientôt partir à HK. Et vous emmener avec moi, hein, comme promis. Et je vous avais promis autre chose, c'est qu'on passait le mois d'août ensemble, alors c'est parti pour un nouveau film en vrac. Et on commence tout de suite avec Welcome Home, un film indien sorti en 2020 qui nous raconte... alors c'est basé sur une histoire réelle qui est vraiment arrivée, où deux jeunes femmes qui travaillent pour le recensement de la population vont tomber sur une famille un petit peu isolée qui vit dans une maison un petit peu à l'écart, dans un petit village, et y découvrir des choses assez sordides. Un film qui fait assez froid dans le dos, déjà de savoir que c'est inspiré de faits réels, et de par son sujet aussi, qui traite de alors certains phénomènes de caste, où les femmes sont extrêmement opprimées, et c'est ce que le film va dénoncer, au sein d'une famille, alors qui n'est pas gérée par un homme, mais par une vieille femme, qui donne un petit peu les ordres, qui dit un peu aux membres de la famille ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire, c'est pas très joli, parce qu'on va quand même parler de sujets assez graves et douloureux. Le film a un ton extrêmement réaliste, extrêmement cru, qui peut mettre assez mal à l'aise, qui m'a un peu décontenancé moi au départ. Alors je sais que les films indiens peuvent parfois être très trash, très crus et très réalistes dans leurs propos. Je pense notamment à des films comme Anjam, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ou Mathrubhumi, Nation Without Woman, avec mon magnifique accent anglais, n'est-ce pas, qui nous racontait l'histoire d'une... c'était l'histoire d'une seule jeune femme dans un village entièrement composé d'hommes. C'était un film extrêmement dur, extrêmement trash. Là, on va nous parler un peu de misère sociale, de patriarcat, de matriarcat même parfois, d'abus et d'oppression faite aux femmes dans la société. C'est un film qui est assez violent, notamment dans sa dernière partie, qui est très réaliste, assez oppressant, assez crédible aussi, dans les réactions des personnages. Donc on va suivre deux jeunes femmes qui se retrouvent plus ou moins piégées dans cette maison, qui peuvent pas vraiment fuir, et qui vont être donc témoins de choses atroces. Il y a un petit côté, je trouve, massacre à la tronçonneuse. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Il peut choquer, il peut désarçonner, il est très malsain. C'est un malaise, une tension qui monte petit à petit. On se rend compte que il y a des choses qui ne vont pas dans cette famille, mais ça va jamais dans l'exagération des comportements de certains membres de la famille qui sont pas là juste pour nous montrer « Regarde, je suis désaxé, regarde, je suis fou ». Non, c'est une folie ordinaire de tous les jours, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est, je crois, le plus malsain. En tout cas, Welcome Home a été une bonne surprise. C'est un film assez lent, qui prend son temps. Il dure que 2 heures, c'est assez peu pour un film indien, mais vu la gravité de son sujet, on sent les 2 heures passer. La tension est bien maîtrisée. C'est assez bien réalisé. C'est un survival qui pourrait... On a vu plus trash, on a vu plus violent, on a vu plus prenant. Mais il tire son épingle du jeu par son côté, voilà, son côté réaliste. Donc c'est un film que je vous conseille. C'est un film qui peut mettre mal à l'aise, mais qui, je trouve, est nécessaire à voir. Ensuite, je me suis fait Life of Belle, qui est disponible sur Shadows, une plateforme que j'apprécie beaucoup au passage et que je tiens à saluer. Life of Belle, qui est un found footage et qui nous raconte un drame qui s'est passé dans une petite maison en Caroline du Sud, où un officier de police va découvrir une famille mise à mal, et on va retrouver une caméra, celle qu'une jeune enfant, Belle donc,
avait à sa portée et à filmer ses derniers jours, où elle vivait avec sa mère et son petit frère, le père étant parti en voyage. What are we gonna do? I don't. You think it will? For animal sake? I hope so. Ça nous raconte une histoire vraie, donc une vraie disparition, celle d'une petite fille qui s'appelait Annabelle Starnes. Et le long métrage donc va relater un peu ce qui s'est passé, alors de manière un petit peu romancée, bien sûr, mais ça va donner un film assez angoissant, qui prend son temps là aussi, qui dure que 1h10, et qui a un budget de $300, ça je trouve ça dingue, et qui a en plus été réalisé en famille, puisque le père, la mère, le fils et la fille sont dans la vraie vie, voilà, c'est une famille, une vraie famille donc, et on sent bien, parce qu'ils se répondent très bien, on sent vraiment qu'il y a un vrai lien qui unit ces gens et que c'est pas uniquement pour les besoins du film. Un film qui va nous mettre mal à l'aise, parce que moi dès que ça touche à des enfants, ça me prend particulièrement aux tripes, encore plus depuis que je suis devenu papa. Donc ces dernières années, ce type de film, je les reçois d'une manière un peu différente. Et là, le film va prendre son temps pour nous mettre à mal. Il va créer une angoisse qui va augmenter de palier en palier au fur et à mesure que les événements se dégradent. Là, on va parler de santé mentale, on va parler de dépendance, parce qu'on va suivre donc 2 jeunes enfants qui vivent avec leur mère et qui assistent impuissants à travers leur œil innocent et à travers donc l'œil de la caméra à son état mental qui se dégrade, et ils sont livrés eux-mêmes avec elle. Donc on se demande parfois jusqu'où ça va aller. Le film est rempli de tension, il est très très bien joué. Vraiment, il y a des scènes où je me suis dit waouh, les enfants chialent pour de vrai là, c'est sûr. C'est très prenant. C'est assez simple dans la réalisation, mais en même temps c'est un found footage. Donc on a les points de vue de quelques caméras de surveillance et du caméscope de la petite fille. Et ça donne lieu à des scènes très réalistes, très prenantes, assez angoissantes. Pour moi, ça a été une belle réussite. C'est un film assez coup de poing qui peut choquer. Parce qu'il y a vraiment des scènes où je me suis dit waouh, là, ok, là c'est chaud là. C'est une belle petite découverte que j'ai fait sur Shadows. Donc si vous avez l'opportunité de le voir sur la plateforme, franchement, n'hésitez pas. Pour moi, ça a été une belle surprise. Un film dont je pense que je vais me rappeler quelque temps, parce qu'il est assez choc. Je crève de soif, moi, ici, donc je vais reprendre une petite sœur, mais en espérant que la tasse ne goûte pas le savon, parce que j'aime bien la mousse, mais faut pas exagérer. Mais qui te sort une référence... Bref. J'ai rattrapé... Alors, ça a été une découverte totale. Et je tiens à remercier le youtubeur ciné Anthony Pazzona, qui a fait une belle vidéo sur un projet que je connaissais pas du tout, sur une franchise que j'aime beaucoup. Alors, moi, ma franchise d'horreur préférée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Freddy. Mais Jason est pas loin derrière. Et j'ai appris qu'il y avait 2 suites à la saga officielle Vendredi 13, où on retrouvait Jason, bien sûr, mais aussi le personnage de Tommy, le héros du 4, du 5 et du 6, qui revient 20 ou 30 ans après, voire plus. Ça m'a complètement bluffé. Mais vraiment, parce que le film... Alors pour l'instant, j'ai vu que le 1, j'ai vu que Never Hike Alone 1, qui est un projet... est-ce qu'on peut encore dire amateur quand il y a un tel niveau de maîtrise, qui a été fait par un fan de la saga, qui se désespérait un peu de ne pas avoir une suite réelle, parce qu'on sait qu'on n'a pas eu de... Le dernier film, c'était Freddy contre Jason, je crois. Non. Freddy va en... Non, Freddy, n'importe quoi. Jason va en enfer, Jason va dans l'espace, Jason X. Ouais, Freddy contre Jason, c'était 2003, je crois. Hein. Ouais, enfin bref, on n'a pas eu de film Jason, et non, je dis qu'on n'a eu aucun autre film Jason depuis ça. Non, voilà. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc oui, les fans de Jason, on est un petit peu... c'est un peu comme les fans de Gamera, on est un petit peu en disette. Et quelle surprise! Je trouve que le réalisateur, par le biais de ce film amateur, a tellement bien réussi à retranscrire. Alors, moi, je me suis retrouvé plongé dans l'ambiance des premiers films où on retourne dans le camp Crystal Lake, où on a cette ambiance de camp de vacances avec les cabanes des animateurs et beaucoup de références.
mais bien placé. Et enfin, on retrouve Jason, qui est menaçant face à un jeune homme. Alors, pareil, c'est un YouTuber qui va explorer Crystal Lake et qui va se retrouver face à Jason, qui n'est donc pas une légende urbaine. Et quel plaisir. Ça a été un régal, vraiment. Ça dure, je crois que 45-50 minutes. Et en tant que personne qui apprécie pas mal la saga, vraiment, je me suis vraiment régalé. J'ai trouvé que c'était maîtrisé. Il y a des très beaux plans, des plans aériens au dôme de la forêt, au drone, je vais pas y arriver, je suis fatigué, je sors d'une journée de taf. Au drone de la forêt, donc, des beaux plans, des belles petites trouvailles, une belle ambiance qui en fait jamais trop, je trouve. Non, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Alors, la fin, ça a été un petit régal. Donc, je vais me faire sous peu, là, Never Hike Alone 2, qui apparemment est encore meilleur. En tout cas, ce projet a été une belle découverte. Vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça fait plaisir. Je me suis retrouvé un peu plongé dans les slashers des années 80-90. Là où ça avait encore du sens, j'ai envie de dire. Avec une figure iconique que j'ai suivie assidûment. Je me rappelle quand je devais vraiment être jeune. Hein. J'allais au vidéoclub et on se faisait des soirées... vendredi 13, on louait le 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, Vidéoclub, Vidéo Futur, c'était la bonne époque. Hein. En tout cas, très belle surprise. Très beau projet. J'ai hâte de voir le 2. En tout cas, j'ai vraiment passé un super moment et ça fait plaisir de voir que... Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est que il y a des gens qui soient aussi fans que nous et qui nous donnent ce qu'on rêve de voir, en fait, que ça arrive à se concrétiser. Et vraiment, ça, c'est vraiment le kiff ultime. On va continuer. Hein. En fait, je tourne cette vidéo 2 jours plus tard. Mais j'ai mis le même t-shirt pour être raccord visuellement parce que j'ai envie de vous dire, on est professionnel ou on ne l'est pas. On enchaîne avec une déception, malheureusement, qui est sortie dans les salles le 13. C'est Nobody 2 de Timo Tjahjanto, qui fait suite au Nobody 1, hein, qui a été réalisé par Ilan Nesjuler. Enfin, j'arrive jamais à dire son nom, mais le réalisateur de Hardcore Henry. Quelle déception. Alors, sans pour autant que ça soit vraiment mauvais, mais pour du Timo Tjahjanto, alors évidemment, c'est un film américain, il est bridé, déjà le film dure 1h30, d'habitude il nous lâche des trucs de 2h15, 2h20, avec énormément de personnages, là c'est assez resserré, mais justement, je me disais que le fait que ça soit resserré, il allait privilégier l'efficacité, et ça n'a pas été le cas, pour ma part, je suis resté vraiment sur ma faim. J'ai trouvé le film étrangement mou, surtout lors du final. Bon, alors on va retrouver le personnage de Bob Odenkirk, qui est toujours aussi charismatique, qui part en vacances avec sa famille pour essayer de renouer des liens. Il part dans un parc d'attractions où il allait quand il était jeune, avec son frère, donc, qui est joué par Reza, la légende du Wu-Tang Clan. Et c'est assez plat. Les scènes d'action... Alors, sont sympas. Alors, bien évidemment, Bob Odenkirk, voilà, c'est pas Joe Taslim, c'est pas Iko Uwais, voilà. Mais quand même, il se défend bien. Hein, vraiment, il est crédible. Mais je trouve que dans le 1, il y avait une nervosité, alors, une violence qui est toujours présente, certes, mais que j'ai trouvé assez édulcorée, plus molle, moins folle visuellement. On n'a pas du tout de scène... qui a l'impact de la scène du bus du 1, par exemple. Il y a un fight dans un bateau, il y a un fight dans un ascenseur, qui sont plutôt sympas. On est d'accord, c'est quand même au-dessus de ce qu'on voit généralement à Hollywood. Mais pour du Timo Tjahjanto, qui bien sûr, alors encore une fois, je me répète, il a dû être bridé par Hollywood, et on a dû mettre le holà sur la violence, mais même, je l'ai trouvé peu inspiré, assez mou, ça manque de punch. Il y a beaucoup de facilité, il y a des personnages... alors, il y a 2 tueuses qui m'ont évoqué les personnages de The Night Come For Us, et je me suis dit, tiens, elles vont se bastonner toutes les deux contre Bob Odenkirk, et c'est ce qui est un peu amorcé comme promesse. Au final, elles sont tuées toutes les deux d'une balle dans la tête, assez rapidement. C'est dommage. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Alors, le personnage de Sharon Stone est ridicule, et on n'y croit pas une seule seconde. Elle a pris un petit coup de vieux, mais bon, voilà, c'est quand même une grande dame du cinéma. Là, elle s'amuse, mais son rôle est vraiment cliché. C'est vraiment la gérante d'un empire complètement folle, qui fait absolument n'importe quoi, qui va buter un mec en public et faire descendre la vingtaine de témoins qui y assistaient.
c'est vraiment pas du tout crédible. Même au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça assez plat. J'ai trouvé que c'était assez étouffé, qu'on respirait pas beaucoup. Ce qui aurait pu être un thème, puisque le personnage de Bob Odenkirk est un peu prisonnier dans le fait qu'ils doivent remplir beaucoup de contrats pour rembourser sa dette. Mais là, ouais, non, j'ai trouvé que ça marchait pas. Le personnage de Christopher Lloyd ne sert à rien, à part être le papy marrant qui va buter des mecs. Non, vraiment, pour moi, je suis vraiment resté sur ma faim. Je trouve ça dommage. Et ça a fait redescendre le peu de hype que j'avais pour The Beekeepers 2, donc Timo doit également réaliser avec Jason Statham. Je me dis que si le film souffre des mêmes défauts que ce Nobody 2, bah, c'est vraiment dommage. Alors je précise que j'ai pas vu The Beekeeper 1, parce que de Jason Statham, je crois que j'ai vu Le Transporteur, Les Expendables et Arnaque, Crime et Botanique. Voilà, je sais que ça fait 20 ans que c'est une espèce de star de l'action, mais moi je suis passé complètement à côté. Ah si, j'ai vu En eau trouble, le 1 et le 2 évidemment. Donc ouais, assez déçu, dommage, j'attendais pas mal cette sortie. C'est assez calibré, ça manque de vie, ça manque de souffle. Ouais, s'il devait faire ses preuves à Hollywood avec ce film, je suis un petit peu mitigé en tout cas. Je suis beaucoup moins mitigé sur Together, réalisé par Michael Shanks, que j'ai vu en salle, quasiment le jour de sa sortie, qui nous raconte comment un couple en difficulté va se retrouver face à un phénomène assez collant, on va dire. Un film d'horreur, de body horror précisément, que j'ai beaucoup apprécié. Alors notamment le début qui m'a vraiment mis mal à l'aise avec des chiens. Moi c'est un truc que je supporte pas, les scènes d'horreur avec des chiens. J'ai énormément de mal avec la scène du chenil dans The Thing. Là, on est vraiment en plein dedans. Mais bon, la suite du film va donc suivre un couple en difficulté. Ils n'arrivent plus vraiment à communiquer, il se passe plus grand-chose entre eux. Et un jour, lors d'une promenade en forêt, ils vont tomber dans une grotte. Et voilà, je vais pas en divulguer trop, mais à la suite de cet événement, ils vont se retrouver inexorablement attirés l'un vers l'autre, mais pas de la manière dont on pourrait l'imaginer. C'est un film que j'avais trouvé bien réalisé, qui travaille plutôt bien sa tension, qui met en place ses personnages, qui sont plutôt bien écrits. C'est un peu Monsieur et Madame tout le monde, on peut se reconnaître dans leurs difficultés, voilà, dans le fait que voilà, c'est un couple, ça fait X années qu'ils sont ensemble, la routine s'est installée, ils baissent plus vraiment, ils ont du mal à communiquer, bon, voilà. Et l'élément fantastique, je trouve, est plutôt bien amené, petit à petit, graduellement, et donne lieu à des scènes assez dérangeantes, assez viscérales, assez graphiques, même si je trouve que le film est au final peut-être un peu sage. Je voulais peut-être un peu plus de fluide, un petit peu plus de gore, un petit peu plus de douleur, même si quand même les 2-3 scènes choc fonctionnent plutôt bien. Très bonne performance de Dave Franco et Alison Brie, qui sont vraiment crédibles dans ce qu'ils jouent, hein, dans ce couple en difficulté, qui vont devoir essayer quelque part de s'unir pour survivre. Survivre à ce phénomène plutôt étrange et très anxiogène. Il y a des scènes d'horreur qui sont vraiment très bien réalisées, notamment la nuit qui passe dans la grotte. Il y a des effets visuels qui marchent très bien, notamment une scène de cauchemar qui m'a vraiment dérangé. Vous voyez, c'est ce genre de film qui a des scènes dérangeantes visuellement, mais pas d'horreur vraiment visuelle, choc avec des jumpscares. Là, ça mise bien sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Ça insiste un peu sur le passé des personnages. Et vraiment, j'étais vraiment plutôt satisfait du film jusqu'à la fin. Moi, j'ai plutôt tout apprécié. Jusqu'à cette fin bien bizarre, on va dire. En tout cas, je trouve que l'univers est solide, la réalisation est solide, l'interprétation aussi. Les scènes d'horreur fonctionnent bien, c'est plutôt original, ma foi. J'ai passé un très bon moment devant Together, donc n'hésitez pas à aller le voir ensemble. J'ai même pas fait exprès. Non, c'est pas vrai, ça fait une semaine que je réfléchis à cette blague. On passe à du cinéma indien et à du blockbuster indien, plus précisément, puisque le 14 août sortaient 2 gros films indiens dans les salles, très attendus. Et il y a d'abord Coolie, le nouveau film de Lokesh Kanagaraj. Alors Lokesh, c'est le créateur du LCU, le Lokesh Cinematic Universe,
dont j'ai déjà parlé sur la chaîne pas mal de fois, avec notamment Katie, Vikram et Léo, et qui revient avec un film qui ne fait pas partie de cet univers, et qui met en star la superstar Rajinikanth, qui fête ses 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. C'est impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant. Je crois c'est son... quelque chose comme son 170e film. D'ailleurs, je trouve ça ouf parce que justement sur le réseau, j'ai vu passer donc que c'était son 170e film, je crois, quelque chose comme ça. Kamal Hassan, une autre grande star du cinéma indien, il en est à 230 films. Et l'acteur Mohanlal, je sais pas trop comment ça se dit. D'ailleurs, j'ai vu aucun film avec cet acteur, mais je sais que c'est l'acteur qui jouait dans la toute première adaptation de Drishyam, film que j'aime énormément. Lui, il a fait, si je dis pas de bêtises, alors si des personnes qui connaissent bien le cinéma indien passent ici et voient que je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mohanlal, il a fait 365 films. 365 films. Ça veut dire que vous pouvez dédier une année de votre cinématographie à avoir un film de Mohanlal par jour. Je trouve ça complètement fou. Il y a tellement de films sur Terre, et j'en reviens toujours au même point, c'est tellement triste de voir en boucle les gens qui nous conseillent encore et toujours les mêmes films. C'est épuisant quand on sait qu'on peut voir un film différent par jour, voire deux, si voilà. Tu peux mater 2 films par jour et en voir énormément au cours de ta vie et tu n'auras même pas vu, je sais pas moi, 10% de ce qui a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Je trouve ça complètement fou. Parce qu'en ce moment, je suis un peu tombé dans le piège de TikTok. Et beaucoup de vidéastes TikTok, ils te disent 5 films d'horreur que t'as jamais vus. Et les films d'horreur qu'ils te proposent, c'est Grave Encounters, Hérédité, voilà, un peu de variété, que diable. Enfin bref, je m'éparpille un peu dans tous les sens, comme d'habitude. Mais donc, ce coulis, j'ai apprécié le film quand même, il y a des bons moments, très bons moments. Mais j'ai trouvé le film un peu éparpillé dans son histoire, un peu éparpillé dans son rythme, avec notamment une deuxième partie assez longue. Alors j'ai trouvé que la première partie fonctionnait vraiment bien. Il y avait une bonne mise en place de l'intrigue, avec donc Rajinikanth qui joue le gérant d'une espèce de grand hôtel, de grande maison d'hôtes où il vit avec plusieurs personnes. Et il va se retrouver à enquêter sur la mort d'un de ses meilleurs amis, qui est retrouvé décédé d'une crise cardiaque, mais lui n'y croit pas. Il va se rapprocher de sa famille et essayer de mener l'enquête, ce qui va le faire déboucher sur un réseau de trafiquants d'organes qui opèrent dans un petit port, dans une ville en Inde. On a été beaucoup submergé par justement le clip Monica, où Pooja Edge fait une apparition. Sur TikTok ou Insta, justement, tu défiles les stories et t'as le clip une fois sur deux à peu près. Voilà. D'ailleurs, je tiens à souligner la performance assez extraordinaire de l'acteur qu'on voit dans le clip Monica. Alors j'ai oublié son nom, je vais le mettre je vais le mettre là en information. J'ai trouvé sa prestation incroyable parce que c'est un petit bonhomme, pas très grand, mais il a une scène qui lui est consacrée, une scène de poursuite où il est terrorisant en fait. Il est terrorisant parce que il se transforme d'une manière assez incroyable, et pour moi c'est une des meilleures scènes du film. Il va poursuivre quelqu'un et il est en mode Terminator, mais c'est incroyable parce que le mec est taillé comme Gérard Jugnot avec la coupe de cheveux dégarnie là, mais il est ultra flippant en fait, et il dégage une énergie assez folle. Alors notamment dans le clip Monica où on voit vraiment il se donne à fond. Et c'est ça que j'apprécie dans le cinéma indien, c'est que tout le monde est à fond, du second rôle jusqu'au figurant qui danse au 3e rang dans un clip, tout le monde est à fond. Je trouve cette énergie, l'énergie qu'il y a dans le cinéma indien, pour l'instant, je ne la retrouve nulle part ailleurs. Alors, Rajinikanth, il a 75 ans quand même, il est très, très charismatique, on sent vraiment le poids qu'il a sur le cinéma indien. D'ailleurs, les gens criaient pas mal dans la salle quand il est apparu, quand son title card est apparu, c'était assez réjouissant. Bon là, il a 75 ans, j'aimerais bien voir sa forme à 75 ans, mais dans les scènes d'action, forcément, il fait pas de double coup de pied retourné, il est assez statique, il donne des coups de poing, voilà, il évite. Je trouve que la mise en scène le met quand même assez bien en valeur.
c'est au niveau de l'histoire, moi, que j'ai eu un peu plus de mal, notamment dans la deuxième partie, ça s'éparpille un peu, et pas mal de temps est consacré à des personnages secondaires, à des intrigues secondaires, et ça se mélange un petit peu, ça devient un petit peu laborieux, ça s'étire un peu trop, notamment donc dans la deuxième partie, jusqu'au final, avec une apparition d'Amir Khan, un acteur de l'industrie Bollywood que j'aime beaucoup, mais qui s'étire un peu, il y a 10 minutes de gras, là, sur la fin, c'était un petit peu lourd. Donc pour moi, Coolie n'est pas un mauvais film du tout, il y a de très bonnes scènes, mais je pense que, c'est mon avis, hein, et ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est le moins bon film de Lokesh, entre guillemets, voilà. Il s'est fait plaisir en invitant, en offrant un film à Rajinikanth pour ses 50 ans de carrière, où il le met vraiment bien en valeur, et c'est très appréciable. Mais je trouve le film moins bien écrit, un peu plus dispersé, c'est moins resserré que Léo ou Kaiti ou même Vikram. Vikram qui avait quand même une intrigue assez complexe, mais là c'était beaucoup mieux tenu. Là j'ai trouvé que ça... Malheureusement, ouais, ça m'a pas accroché autant que je le voulais, même s'il y a de très belles scènes, de très belles performances d'acteurs et d'actrices, parce que tout le casting est vraiment top. Il y a des belles scènes, la bande-son est très bien. C'est toujours aussi maîtrisé au niveau de la réalisation, même si là j'ai trouvé que ça c'était un peu plat et ça manquait un petit peu de grosses scènes, comme la scène la scène de poursuite en voiture de Léo par exemple, qui était une petite folie visuelle, ou d'autres choses. Ouais, je suis resté un peu sur ma faim quand même, mais ça reste vraiment du très bon, hein. J'ai vu que pas mal de gens étaient déçus, d'ailleurs je tiens à saluer le vidéaste Just Bruno, qui va sortir sa critique de Coolie, que j'attends avec impatience, parce que lui, il a un regard déjà très expert et très posé sur le cinéma indien. Moi qui suis encore un peu dans la découverte de Kollywood, bon maintenant j'ai quand même commencé à bien assimiler les codes, mais lui, il a vraiment ce regard pointilleux, très juste, très carré sur le cinéma. Il va savoir pointer exactement ce qui cloche. Voire évidemment des références qui me sont passées au travers. Donc je vous invite déjà de 1 à vous abonner à sa chaîne et à guetter sa critique de Coolie qui arrive très vite. Ensuite j'ai vu War 2, je l'ai vu la même journée que Coolie, la suite du Spy Universe, réalisé par Ryan Mukherjee, qui fait suite donc à Pathan, qui était sorti en début d'année 2024, oui, on est en 2025, bon sang. 2024, oui, avec Shah Rukh Khan. Et donc là, on a War 2, donc, qui reprend, qui est la suite de War 1, avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff. Là, donc, on retrouve Hrithik Roshan qui va affronter NTR, l'acteur de NTR. Oui, NTR, ouais, l'acteur de RRR, hein, qu'on a aussi pu voir, mais il jouait aussi dans Devara, qui est sorti il y a quelques mois avec Saïf Ali Khan. Encore une fois, une intrigue d'espionnage où personne n'est vraiment ce qui semble être. Et on a aussi Anil Kapoor dans le film, c'est un vrai plaisir de le retrouver. Moi, c'est un acteur que j'aime bien, Anil Kapoor. Il a fait énormément de bons films, alors il y a quelques années, il est toujours actif. Là, on sent qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. Mais bon, les gens vieillissent, hein. Vous allez me dire c'est incroyable, mais c'est le cas. Et War 2 est pour moi donc le meilleur film du Spyverse jusqu'à présent, voilà. Il est complètement fou dans ses scènes d'action. Je crois que tous les modes de transport sont utilisés. On a une scène d'action en voiture, on a une scène d'action en avion, on a une scène d'action sur un train, en scooter des neiges aussi. Assez incroyable. Il y a une démesure dans les scènes d'action qui fait vraiment plaisir. Alors Hrithik Roshan est filmé encore une fois comme un dieu, et il a des biceps qui sont incroyables, et puis il est beau, il est charismatique, non vraiment il est fait pour le cinéma ce mec, et on a une belle séquence de danse qui nous rappelle à quel point c'est peut-être le meilleur danseur indien qui existe. Le mec il a pas de colonne vertébrale, c'est incroyable, il est souple comme une anguille, et en même temps il est taillé comme un dieu grec. Franchement, je suis complètement admiratif. Et on a une belle histoire, je trouve. Une histoire qui, vraiment, au-delà de l'exubérance de l'action, prend le temps de développer ses personnages, notamment donc, le passé du personnage, à travers une histoire que j'ai trouvée plutôt touchante et
assez rafraîchissante en fait. On n'est pas dans un gros blockbuster d'action complètement stupide, un petit peu, mais pas que. On amène aussi de l'émotion, et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bienvenu, plutôt bien fait, avec des scènes d'action vraiment, comme je l'ai dit, complètement démentes, où on se permet tout encore une fois. Un rythme plutôt bon, j'ai pas du tout senti les 2h50 passer. La fin est cool, même si j'aurais peut-être espéré quelque chose de entre guillemets plus sombre, mais en tout cas la promesse qui est faite avec la scène post-crédit, moi j'ai failli sauter de mon siège parce que je vais pas spoiler, mais ça annonce des trucs pour la suite. Je suis impatient, je suis tout simplement impatient, parce que pour moi vraiment c'est... alors le Spy Universe, les 3 films Tiger, j'aime pas. War, le premier j'avais bien aimé. Pathan avec Shahrukh, c'était sympathique, même si ça m'a pas rendu ouf. Là, ce War 2, vraiment, pour moi, il a placé la barre assez haut. C'est un pur gros divertissement bien vénère, bien burné, mais qui sait aussi ajouter de l'émotion, et ça, vraiment, c'est assez appréciable. En tout cas, les 2 films sont en salle. War 2 et Coolie sont en salle. N'hésitez pas à soutenir vraiment le cinéma indien. Là, vous avez 2 gros blockbusters, 2 gros événements qui sont dans les salles. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est du bon, vous pouvez foncer. Ce War 2 a été vraiment une bonne surprise. Je vais passer très rapidement sur Alien Earth, donc j'ai vu les 2 premiers épisodes. Je comprends pas le rythme, je comprends pas l'histoire, je comprends pas... ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de trouver de la cohérence dans l'univers Alien. Les personnages sont insupportables. Le xénomorphe est complètement démystifié, il apparaît comme ça, hop, je suis là, hop, je suis plus là, hop, je suis là, hop, je suis plus là. Il n'y a aucune idée de mise en scène. Ah si, à part les fameuses surimpressions, ouais, incroyable, voilà, c'est, ouais. Fabuleux, vraiment fabuleux, non, c'est travail d'orfèvre, effectivement, ouais. Tout un délire avec les androïdes, je préfère le terme personne artificielle, c'est un clin d'œil, hein. Je comprends pas où ça va. Les personnages haut gradés de la Weyland Yutani, mais putain, c'est même pas la Weyland, c'est une autre compagnie, mais le mec qui tient ça, mais t'as envie de lui donner un Capri Sun et une barre de Kinder et lui dire mais va jouer ailleurs, quoi. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable, quoi. Il n'y a aucune scène que j'ai retenue, si peut-être la scène avec le parasite quand les 2 mecs sont attachés dos à dos. Ça doit être une façon de mourir assez badante. Mais à part ça, je pense qu'il est temps de laisser le xénomorphe crier en silence dans l'espace, parce que c'est juste plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. Faut arrêter d'étirer les trucs. Et je dis ça alors que les dernières productions, les derniers films qui se sont ajoutés à l'univers Predator, j'aime beaucoup. Hein, j'ai beaucoup aimé Prey et le film en animation, là. Ça, c'était vraiment très bien. Mais Alien, j'ai l'impression que ça fait du surplace. Il n'y a plus moyen de créer quelque chose de vraiment original, je trouve. Et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime énormément les premiers films. Mais là, je sais même pas si je vais continuer. Je vais peut-être regarder le 3, histoire de voir s'il y a quelque chose. Et je suis quasiment sûr qu'à la fin de la saison, il y aura un caméo d'Ellen Ripley. C'est quasiment sûr, je pense. Enfin bref. Bon, avec tout ça, figurez-vous que j'ai toujours pas la fibre. J'ai toujours pas la fibre, bordel de merde. À chaque fois qu'on programme un rendez-vous, la veille, je reçois un texto me disant « Désolé, votre rendez-vous est annulé ». Donc là, c'est le 4e rendez-vous que je prends auprès de Bouygues Télécom. Ils sont censés venir le 27 entre 8h et midi. Et franchement, je suis sûr à 95% que le mardi à 20h, je vais recevoir un texto « Désolé, votre rendez-vous fibre est annulé ». Ça fait 1 mois que j'ai pas la fibre. Franchement, c'est vraiment chiant pour monter, pour faire des vidéos, pour surfer, tout simplement. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc là, je galère avec mon téléphone, mais je reste fidèle à mes promesses. Je vous avais dit qu'on se verrait souvent en août. Et voilà, quoi. En tout cas, les amis, j'ai envie de vous dire, J-19, ça y est, les choses commencent vraiment à se préciser. J'ai vraiment du mal à réaliser que je vais vivre cette aventure, que vous allez vivre cette aventure à travers les vidéos. En tout cas, les amis,
Merci de me suivre encore une fois et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me partager votre avis sur les films dont je vous ai parlé en commentaire. On approche des 2000 abonnés, là ça serait cool de pouvoir les atteindre avant septembre. Bon, en tout cas, si vous avez la chance d'être en vacances, profitez bien. Si vous taffez, on est ensemble. Et je vous dis, regardez du cinéma asiatique et regardez du cinéma tout court, parce que vous savez que ça déchire. Salut!